Même pas 2 semaines que l'année 2020 a commencé, et voilà que le hashtag WW3 pour World War III est au cœur des réseaux. Il faut dire que Donald Trump a fait assassiner 7 hommes alors qu'il était en Irak, et ce n'était pas n'importe qui. Soleimani, c'était l'un des personnages les plus puissants d'Iran, le numéro 2 dans la hiérarchie après le guide suprême Ali Khamenei. En gros, les forces chiites au combat du Liban à l'Irak en passant par la Syrie, c'est lui. Depuis, le Parlement irakien a voté le départ des troupes américaines. Bon, sauf que c'est un vote qui n'oblige pas le gouvernement à changer son accord avec les États-Unis. Et Donald Trump de tweeter des mises en garde qui mettent les pays du monde entier en panique. Allons-nous vraiment vers un conflit mondial ? Et surtout, il est vrai que depuis 1979 et la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, les relations entre les deux pays sont loin d'être apaisées. C'était une humiliation pour les Américains en 79 et Trump fait référence à ces 52 otages pour montrer que il n'a pas oublié, qu'il tient la mémoire, qu'il veut même se venger pour cette mémoire-là. Trump, il évoque des sites culturels, ou bien des sites qui sont chers pour la culture iranienne, ce qui est vraiment extraordinaire venant d'un président américain qui parle d'une possible destruction de l'héritage culturel iranien, ce qui peut être considéré comme des menaces de crimes de guerre dans un sens. Donc encore une fois, il est très imprévisible et il peut y avoir des dégâts par rapport à ce genre d'attitude et de comportement. L'attaque au camion piégé contre des marines à Beyrouth, au Liban en 1983 et revendiquée par un groupe armé chiite, a aussi laissé des traces. Mais dans l'histoire plus récente, les oppositions ne manquent pas. Le soutien iranien à Bachar al-Assad en Syrie, les sanctions économiques très dures contre l'Iran, la destruction d'un drone américain par l'Iran, les tensions dans le détroit d'Ormuz, l'attaque contre l'Arabie Saoudite, l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad par des groupes pro-iraniens, des échanges du rang public entre Khamenei et Trump, sans oublier bien sûr le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qui a été perçu comme une trahison ou comme un accord raté selon les points de vue. Mais pourquoi cet assassinat ciblé? I think the American withdrawal of the nuclear deal was a new chapter of the relation between Washington and Tehran, and that chapter basically has changed the whole dynamic between the two countries and pushed to more confrontational phase, I call it. Pourtant, de l'avis de toutes les personnes spécialistes de la question, ni Trump ni Khamenei ne veulent d'une guerre ouverte. Il ne veut pas aller très loin dans les opérations militaires ou dans des risques d'une guerre ou d'une confrontation, mais il veut en même temps montrer qu'il est ferme, qu'il est différent de Obama et même de Bush après 2003, et que sa réaction aux Iraniens ne va pas toujours attendre des consultations, et il assume son poste de président des États-Unis en réagissant directement contre toute menace que subissent les Américains dans la région. Et surtout que s'il y a embrasement, c'est toute la région qui est concernée. Vous avez des guerres, des alliances, des conflits, des mouvements sociaux et des accords militaires de toutes parts. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué. La question de cet assassinat-là pose un problème à la fois éthique, juridique, mais aussi politique dans plusieurs cercles de la région qui ne sont ni pour un impérialisme américain, ni pour un impérialisme iranien, et qui se trouvent aujourd'hui sous des risques que personne ne pourra contrôler parmi les décideurs de la région même. Et pourtant, malgré la situation, certains acteurs ne cachent pas leur penchant pour une guerre entre les deux pays. Dans l'administration américaine comme du côté iranien, il y a des idéologues qui considèrent que l'affrontement est nécessaire, qu'il faut aller encore plus loin et que ce soit du côté américain ou du côté iranien, cette volonté d'un affrontement est présente, mais pour le moment, leurs voix ne sont pas décisives parce que le pragmatisme des deux côtés règne. Du côté américain, certaines personnes estimeraient qu'il y a eu trop d'erreurs dans la politique menée par Bush et Obama, que cela a notamment permis à l'Iran de s'imposer dans la région. Mais pour Ziad Majed, ces mêmes groupes de pression ne sont pas très clairs sur la politique à mener, autant économiquement que stratégiquement. Et puis il y a la présidentielle de 2020 aux États-Unis. Certains veulent une guerre et considèrent qu'une guerre peut être gagnée facilement en déployant une puissance de feu importante et en encerclant les Iraniens de toutes parts. D'autres considèrent qu'il faut continuer à
fatiguer les Iraniens, à les épuiser à travers les alliés plutôt qu'aller à un affrontement direct. Et puis il y a ceux qui sont plus dans une idéologie apocalyptique dans un sens, qui veulent un affrontement final. Et là, ils ressemblent un peu à certains cercles iraniens qui considèrent aussi qu'il faut aller jusqu'au bout dans l'affrontement parce que c'est la lutte finale, parce que ça va être la fin des temps. Donc il y a un aspect idéologique qu'il faut pas minimiser. Surtout quand certains pays de la région sont ouvertement contre l'Iran. Depuis son établissement en 1979, la République islamique et le Royaume wahhabite sont rivaux. Cela s'est traduit de plusieurs manières. La dernière et la plus tragique aujourd'hui étant le Yémen, fait que pour les Saoudiens aussi, l'affaiblissement du rival iranien est important dans les équilibres régionaux et dans cette rivalité-là, puisque eux-mêmes, ils peuvent pas le faire. Ils comptent sur Washington, encore une fois, de le faire soit à travers les sanctions et l'affaiblissement économique de l'Iran, mais qui va prendre du temps, soit à travers des frappes militaires assez importantes. Mais cependant, les Saoudiens sont aussi très dépendants de leurs protecteurs américains. Si jamais c'est la fin des opérations, ils sont dans l'embarras parce que ni ils veulent maintenant, à ce moment précis, une guerre totale, ne connaissant pas à quel point les Américains vont aller dans cet affrontement, ni ils veulent que les choses s'arrêtent là, donc ils sont un peu perdus. Et quant aux Émirats, c'est la même situation d'après le chercheur. D'autant plus que l'argent des gardiens de la Révolution, donc iraniens, serait investi à Dubaï et dans d'autres États du Golfe. Alors des partenaires du Golfe hésitants, mais qui d'autres voudraient la guerre dans la région ? Netanyahu n'avait jamais caché cela, il l'avait annoncé à plusieurs reprises, il voulait pousser l'administration Obama vers ce choix, il n'a pas réussi. Maintenant, il essaye de faire la même chose avec l'administration Trump et il considère qu'il est mieux écouté, disons, actuellement à Washington. Et si Netanyahou veut un conflit direct, c'est dans l'espoir de briser ce qu'on appelle l'axe chiite, qui va de Téhéran à Beyrouth, la capitale libanaise, ce qui en fait la frontière avec Israël. Et maintenant, que va-t-il se passer? They want to be seen as a victim of American actions. So I would argue, they will be more careful on how they respond and how they can benefit from that politically. And I think that's the reason why I would say that their action or the reaction or the response will be well calculated, so they can basically design it to hit the administration. Ils savent que une réaction violente ou importante peut les amener à une guerre qu'ils ne choisissent pas ni le moment ni les circonstances. En plus, ils sont sous les sanctions et cela commence de plus en plus à peser sur leur économie. Donc des deux côtés, il n'y a pas une volonté d'aller à la guerre totale, notamment durant cette année-là, année électorale, année où il faut ne prendre aucun risque qui puisse nuire aux chances de Trump d'être réélu. Donc cela, à mon avis, calme pour le moment le jeu, où le cadre le réduit dans un théâtre d'opération qui est surtout irakien plus qu'autre chose. Et ça peut passer principalement par les milices, celles mises en place par Soleimani. Mais il faut aussi ajouter qu'on est dans un contexte plus complexe qu'une guerre entre gentils et méchants. Des Syriens et des Irakiens, pourtant pas pro-américains, ont été contents d'apprendre l'assassinat de Soleimani. On n'est pas dans une situation où toute la région se mobilise pour l'Iran contre l'impérialisme américain. Le rôle iranien est aussi un rôle d'impérialisme régional qui s'appuie sur des questions confessionnelles, qui alimentent la haine confessionnelle et qui essaye d'investir dans cette haine-là dans certains pays pour mobiliser. Et cela a contribué aussi à la catastrophe actuelle. Alors face à Trump et à son manque de vision dans la région, la situation reste plus que tendue. Une guerre totale serait catastrophique avec un coût humain et économique pour tout le monde. The war will be a disaster to everyone, but you never know because we teach people in history that those who are basically making decisions about the war, they are the stupid leaders. They are not the smart leaders. And I would hope that people who are leading the two countries are smart.